pic de la pagode. Cependant, il ne faudrait clairement pas y aller. À cet endroit se trouvait la forteresse des 9 dragons, autrement dit, la forteresse des bandits de montagne qui y avait élu domicile. Cela ne fit pas peur à Shu du tout. Il était maintenant clair pourquoi personne ne pouvait trouver le ginseng, qui aurait pu deviner de le chercher dans le repère des bandits. En prenant les mains de l'homme qui connaissait bien la région, Chu a commencé à le supplier très poliment de l'accompagner, car c'était très important. Il devait y arriver à tout prix. Voyant les yeux honnêtes et dignes de confiance de Chu, l'homme ne réfléchit pas longtemps et décida d'accepter et de guider Chu là où il devait aller. Les autres furent surpris de cette réponse positive. Le voyage là-bas n'était pas du tout sûr. Chu était heureux que l'homme ait accepté, il le remercia même sincèrement, comprenant le danger de ce voyage, tant pour lui que pour le guide. Ils marchèrent pendant assez longtemps, se frayant un chemin à travers les sentiers montagneux qui étaient moins enneigés. Et enfin, ils atteignirent leur destination. Devant eux s'étendait un abîme où coulait une rivière impétueuse d'une telle profondeur qu'on ne pouvait même pas voir le fond. Remerciant une fois de plus le guide, Chu demanda où précisément il avait vu la pierre. L'homme pointa du doigt la direction. La pierre devait être visible au coucher du soleil. Ils attendirent que le soleil s'approche de l'horizon et colore les environs de teintes rouges et oranges. Le soleil commença à se coucher. Tout l'entourage devint pourpre, et la neige reflétait encore plus la lumière du soleil couchant. Et quand le soleil était presque couché derrière le sommet montagneux, Chu put voir quelque chose. L'une des pierres devant eux commença à émettre une lueur pourpre. C'était exactement ce que cherchait Chu. Maintenant il en était sûr. Chaleureusement reconnaissant envers son guide, Chu décida de lui offrir en récompense un médaillon en or et de le renvoyer avant qu'il ne tombe sur des bandits de montagne. L'homme était reconnaissant, étonné et en même temps gêné par la valeur de la récompense. Après les adieux, Chu s'approcha du précipice. En un instant, il sauta du précipice dans la rivière bouillonnante. En descendant en évitant les saillies tranchantes, Chu se rapprochait de la surface de l'eau. Plongeant habilement dans l'eau glaciale, Chu remonta à la surface en regardant autour de lui et cherchant son chemin. Comme personne ne pourrait soupçonner que quelqu'un traverserait la rivière en hiver, Chu se dirigea vers la forteresse. Après tout, il n'avait pas d'égal dans l'eau. Pénétrant silencieusement sur le territoire, Chu put entendre la conversation des bandits sur la tour. Ils parlèrent de prisonniers et de leur vente en esclavage. Décidant de ne pas y prêter attention pour l'instant, alors qu'il cherchait le ginseng, Chu commença à concentrer son énergie pour trouver l'objet recherché. Mais à la place, il découvrit quelque chose d'autre. Le bandit sortant de la maison traînait une femme par les cheveux. Ses intentions étaient clairement hostiles. Jetant la femme au sol, le bandit commença à la frapper à coups de pied et à se moquer d'elle de toutes les manières possibles, se livrant à sa nature sadique. Chu observait la scène avec hésitation. Il ne pouvait pas tout abandonner et aller aider, mais rester assis sans rien faire était également incorrect. Une petite fille apparut alors depuis la même maison, en larmes et continuant de pleurer bruyamment. Le bandit la remarqua immédiatement. La femme agrippa la jambe de l'homme, le suppliant de ne pas toucher sa fille. Comment pouvait-il encore se considérer comme un être humain après cela? Mais ce misérable s'en fichait visiblement. Il avait déjà levé la jambe pour écraser la tête de la femme dans le sol. À ce moment-là, Chu ne pouvait plus supporter cela. Tout en lui exigeait de punir ce salaud qu'on ne pouvait clairement plus appeler un être humain. Les coups de pied pleuvaient sur la tête de la pauvre femme qui survivait miraculeusement. Chu tremblait de colère. Il ne pouvait plus rester à ne rien faire. Peu importait qu'il se soit infiltré discrètement ici et n'ait pas l'intention de faire du bruit. Néanmoins, Chu hésitait encore. Il était dégoûté de lui-même, de ne même pas avoir été remarqué, alors qu'il continuait à battre la femme. La petite fille continuait de pleurer de désespoir et d'impuissance. Elle était vraiment désolée pour sa mère. Chu, ne pouvant plus supporter la situation, fit quelques pas et se rapprocha du bandit. Le bandit était à portée de poing de Chu. Imprégnant tout son corps d'énergie spirituelle, Chu se prépara pour un coup puissant. Ni la mère ni la fille, ni même le bandit, ne le remarquèrent, trop absorbés par la situation. Puis un bref mouvement se fondit en un arc fluide, et le bandit tomba au sol, le visage en sang. Chu était déçu d'avoir été taché du sang de cet enfoiré. Après tout, ses vêtements étaient plutôt chers, après tout. La petite fille était impressionnée de la manière dont Chu avait géré le bandit. Elle ne pleurait plus. Au contraire, on pouvait voir de l'admiration dans ses yeux pour son sauveur. La petite fille demanda à Chu s'il était venu les sauver. Il répondit un peu irrité que non, qu'il passait simplement par là. Cependant, la mère de la fille ne partageait pas l'optimisme de sa fille et attendait n'importe quoi de ce nouvel inconnu. Se protégeant derrière sa fille, elle demanda d'une voix tremblante qui il était, tendant sa main qui semblait à la femme être la main d'un géant venu uniquement pour infliger de la douleur. Chu les couvrit de sa cape, car il faisait froid dehors, d'autant plus qu'ils se trouvaient dans les montagnes. Comprenant que Chu ne représentait pas de menace pour eux, la femme devint plus ouverte au dialogue. Chu put lui demander où étaient les autres prisonniers.
La femme pointa du doigt un bâtiment à côté duquel se trouvait un autre bandit. Celui-ci les remarqua, mais Chu l'assomma aussi rapidement, puis il traîna les corps à l'intérieur de la maison pour les cacher. Les jetant à l'intérieur, comme s'ils étaient des sacs de pommes de terre, Chu remarqua qu'il y avait d'autres personnes dans la pièce. C'était une foule de prisonniers, des bébés aux personnes âgées, tous étaient très effrayés. En leur annonçant qu'en dépit de son apparence, il était venu les sauver, Chu se plaça derrière lui, leur promettant de les faire sortir d'ici. Apprenant des prisonniers qu'il y avait environ 50 bandits dans la forteresse, Chu comprit qu'il aurait du mal seul, mais qu'il pourrait gagner du temps pour permettre à ces gens de s'échapper. Chu s'injuria mentalement pour s'être embarqué dans tout cela, car la tâche était devenue bien plus difficile. Ces pensées furent interrompues par la femme qui l'avait sauvé en premier. Elle voulait savoir que faire, où aller. C'était bien, au moins une personne confiante. Chu lui dit de guider les autres. Un bandit entra dans le bâtiment à la recherche de ses camarades paresseux, comme il les appelait, avec leurs manteaux et haches. La rue était vide. Lorsque son regard tomba, il vit 2 de ses complices inconscients. Le bandit lança un regard menaçant à la foule des prisonniers, demandant ce qui s'était passé ici et qui avait fait ça. Les gens restaient pressés dans le coin. Soudain, un coup cinglant atteignit le cou du bandit, le faisant s'effondrer au sol, sans avoir compris ce qui se passait. Chu se tenait derrière lui, après avoir réglé son compte au bandit. Il regarda dehors pour évaluer la situation et élaborer un plan. Dehors, Chu repéra une tour de guet située en bordure d'une falaise. Le guetteur se trouvait en haut et devait surveiller les alentours. Cependant, le guetteur ne surveillait pas vraiment les environs. Mais au dernier moment, il remarqua quelque chose. Une silhouette humaine floue, se brouillant à cause de la vitesse, se dirigeait vers la tour. Elle était déjà presque à sa base. Chu s'arrêta sous la tour, tenant une torche dans une main et rassemblant de l'énergie pour frapper la tour de l'autre main. Une fois qu'il en eut suffisamment, Chu fit un mouvement et frappa la tour. Une onde d'énergie spirituelle se propagea dans toutes les directions, et les fondations de la tour se fissurèrent comme une toile d'araignée. La tour s'éleva dans les airs comme si elle avait été emportée par un bélier, emportant avec elle le guetteur qui n'avait pas eu le temps de réagir. Un cri s'échappa de la gorge du guetteur, réalisant qu'il tombait dans un abîme dont le fond était invisible, remplissant son esprit. Les prisonniers, qui ne l'étaient plus tout à fait, sortirent dans la rue et constatèrent l'absence de la tour, comme si elle avait été arrachée par une tornade. La destruction de la tour avait été le signal du début de l'évasion. La première femme sauvée guida les autres selon l'itinéraire convenu pour sortir de la forteresse. Pendant ce temps, Chu organisait une diversion en défonçant les portes des maisons et en y mettant le feu avec un flambeau, provoquant un incendie dans la forteresse. En lançant des flambeaux, Chu incendiait maison après maison. Elles s'enflammaient comme des allumettes. Après tout, le bois brûle bien. Et tout dans le fort était en bois, des murs aux habitations. Chu se tenait devant une maison en feu. Il était temps de semer la confusion pour que les bandits ne découvrent pas l'évasion. Pendant ce temps, les bandits dormaient paisiblement dans l'une des baraques, rêvant et ne soupçonnant rien. Soudain, l'un d'eux sursauta et son regard tomba sur ceux qui se passaient dans la rue, et l'odeur de la fumée parvint également à lui. Il cria qu'il y avait un incendie, et commença à réveiller les autres bandits. Ils se réveillaient à contre-cœur, jusqu'à ce que le sens de ces mots leur parvienne. Le premier bandit réveillé n'avait pas réussi à atteindre la porte, et à sortir, il fut aussitôt projeté en arrière dans la baraque. Lorsque les bandits tournèrent les yeux vers l'entrée, ils virent un homme dont le visage était bandé, tenant un flambeau dans la main. C'était Chu, qui d'autre? Les bandits demandèrent qui diable il était. Chu répondit imperturbablement que qu'est-ce qu'ils pensaient eux-mêmes. Bien sûr, c'était un incendiaire. Ayant accompli son acte, Chu se mit à courir. La forteresse entière était en alerte, et les bandits, très mécontents de ce réveil, se lancèrent à sa poursuite. Chu se précipita autour d'un coin dans l'espoir de semer ses poursuivants. Mais il fut rapidement repéré par l'un des bandits, qui indiqua la direction aux autres. Chu courait. Les bandits le poursuivaient. S'il avait la possibilité de renforcer et d'absorber de l'énergie, il n'aurait pas eu à courir. Soudain, un bandit avec une lance surgit de derrière un autre coin, prêt à attaquer l'incendiaire de toutes ses forces. Chu réagit rapidement, esquivant la première attaque et se préparant à riposter. Sans ralentir sa course, il fonça dans l'assaillant, le frappant au coude dans le plexus solaire et l'écartant de la poursuite. Chu décida qu'il était temps de cesser de courir et tendit un piège au bandit. Il prévoyait de concentrer de l'énergie dans ses jambes pour augmenter sa vitesse. En brisant la lance de l'assaillant, il l'enflamma, et désormais il tenait 2 flambeaux. Les gardes des bandits se tenaient à l'entrée de la forteresse, sans prêter attention à ce qui se passait. De leur point de vue, rien n'était visible. C'est alors qu'un petit caillou vola vers l'un des gardes, probablement détaché d'un endroit quelconque. En voyant la pierre dans leur champ de vision, les gardes aperçurent la forteresse enflammée. Est-ce qu'ils étaient attaqués? Ou l'incendie avait-il été déclenché pour d'autres raisons? Dans tous les CA, le grand chauve et le barbu se précipitèrent littéralement pour rejoindre leurs camarades à l'intérieur de la forteresse.
Pendant ce temps, lorsque le passage fut libéré, les prisonniers, profitant de l'occasion, se précipitèrent également, cette fois hors de la forteresse. Ils purent franchir la sortie avec succès et s'éloigner du camp des bandits de montagne en flammes. Ils s'enfuirent rapidement sans se retourner. À l'intérieur de la forteresse, Shu fut pris par surprise par un homme costaud, chauve et à la peau sombre, maniant une massue. Il porta un coup puissant à Shu, mais ce dernier réussit à réagir et à bloquer en partie le coup. Suite au coup, Shu glissa sur le sol, mais réussit à se maintenir debout en utilisant ses mains pour garder son équilibre. Son chargement fut projeté plus loin. L'assaillant avait un œil aveugle, recouvert d'un bandage. Le chauve en colère demanda qui il était et d'où venait Shu. Shu décida de garder le silence et de ne pas répondre. En même temps, les bandits l'encerclaient, réduisant son espace de manœuvre. Le chauve demanda à Shu s'il était seul, auquel il répondit d'abord avec méfiance qu'il était seul, mais après avoir réfléchi un peu et récupéré son nez, il déclara qu'il suffisait de lui seul contre des gens comme eux. Le chauve était légèrement impressionné, tant de bruit pour un seul jeune homme. Il n'était clairement pas dupe du bluff de Shu. Les choses allèrent mal pour Shu. Le coup de cet homme lui avait infligé des blessures graves, compte tenu de leur nombre et de son état. Les choses étaient vraiment mauvaises. Pendant ce temps, le chauve se tourna vers ses subordonnés. Le camp continuait de brûler, mais personne ne se précipitait pour l'éteindre. Après un discours motivant, les bandits se précipitèrent pour éteindre le feu. Shu resta avec les plus forts, tandis que tous les autres partirent éteindre l'incendie. Ils n'étaient de toute façon pas nécessaires ici. Le chauve décida de se présenter. Il se faisait appeler Sosan, et comme on pouvait facilement le deviner, il était le chef de la forteresse des 9 dragons. Shu n'avait pas l'intention de se présenter en retour. Ne se fâchant pas pour le refus de se présenter, le chauve continua à parler, disant qu'il aimait des gens comme Shu et qu'il aimerait bien qu'il se joigne à eux. Après tout le monde n'aurait pas le courage de s'introduire dans un camp rempli de bandits. Le chauve continua ses plaidoyers. Après tout, son gang serait renforcé par l'adhésion de Shu. Shu, décidant de gagner du temps lui aussi, s'assit directement par terre, demandant s'il lui proposait sérieusement de devenir un bandit de montagne. Shu fit semblant de réfléchir en essuyant son menton, mais en réalité, il rassemblait de l'énergie spirituelle. Le chauve continua à parler de la difficulté de trouver des gens adéquats de nos jours et que le courage de Shu devait être récompensé. Il proposait d'oublier l'incident de l'incendie et de se mettre au même niveau que ses proches. Mais Shu resta silencieux, peu importe ce que le chauve lui disait. Pourquoi devrait-il même l'écouter? Il essayait simplement de gagner du temps. Cependant, le costaud ne pouvait plus supporter d'être si longtemps ignoré, et en réponse à la suggestion de Shu, il s'enflamma, en disant que cela sonnait formidable. Mais en se relevant, il demanda depuis quand un loup devrait servir un chien errant. Il reprit un peu ses esprits et voulut provoquer les bandits. Le chauve entra dans une rage folle, les veines gonflées sur son visage, une expression furieuse envahissant son visage. Shu se mit en position de combat et décida de continuer à provoquer le chef en lui proposant un combat en face à face. Mais il ne tomba pas dans ce piège. En pointant du doigt Shu, il ordonna à ses subordonnés de le réduire en morceaux. Les brutes sanguinaires se précipitèrent sur Shu, n'étant nullement gênés par leur supériorité numérique. Le bandit barbu lança une attaque rapide contre Shu en utilisant sa lance. Mais Shu réussit à se plier en arrière et à esquiver l'attaque au-dessus de lui. Il n'y avait même pas une égratignure sur le corps de Shu, mais ses vêtements et ses bandages furent déchirés, découvrant son visage. Shu se retrouva attaqué par 3 d'entre eux. L'un tentait des attaques rapprochées, évitées par Shu en se rapprochant, le deuxième avec la lance, et le troisième avec la massue. Lorsque les bandages furent retirés, ils furent légèrement surpris par l'apparence de Shu, qui ressemblait à un vieil homme. Les bandits commencèrent à provoquer Shu en proférant des insultes sur son apparence. Mais Shu ne cédait pas. Contrairement à eux, il semblait humain. La provocation fonctionna, mais pas dans le sens souhaité. Les bandits étaient de plus en plus irrités. Shu esquiva un coup de poing venant de la massue. En effectuant une pirouette complexe dans les airs, Shu contre-attaqua l'ennemi avec ses jambes. Malheureusement, cela ne suffit pas à assommer le bandit. Pendant que Shu était en volume, un combattant au corps à corps sauta sur lui, criant quelque chose sur de pitoyables astuces. C'était amusant d'entendre ça de la part d'un bandit. Cependant, Shu prit un puissant coup au torse et continua son volume dans une direction non prévue. En volant dos vers le bas, Shu parvint à se contorsionner dans les airs en faisant un salto arrière et atterrit finalement sur ses pieds. À peine touchant le sol, une foule de bandits se jeta sur lui, ne lui laissant pas une seconde pour reprendre son souffle. Les attaques s'abattèrent sur Shu les unes après les autres. Il se déplaçait comme un roseau, esquivant tout ce qui lui arrivait, mais cela ne pouvait pas durer longtemps. Soudain, un des coups de poing atteignit le visage de Shu, le faisant voler de nouveau dans les airs et le déconcentrant. Shu volait bien, même très bien. Mais comme il n'avait pas d'aile, il finit par atterrir. Les bandits l'encerclaient comme une meute de hyènes autour d'un lion blessé.
Chu avait sous-estimé la raison de sa situation et en payait maintenant le prix. Comment pouvait-il protéger quelqu'un d'autre en étant si faible? Cependant, Chu repoussa les pensées négatives. Après tout, il avait sauvé ces gens. Du moins, il serait en vie et indemne. Mais Chu n'avait aucune intention de mourir en cet endroit. Pendant que Chu essayait de reprendre son souffle, le bandit à l'œil unique commença à parler. Au début, il pensait que Chu était courageux, mais apparemment, c'était une bêtise. En pointant Chu du doigt, il ordonna de le finir. Le balai mortel reprit, Chu glissant comme un courant d'eau pour échapper aux coups des bandits assaillants. La technique des 8 pas des immortels ivres aidait beaucoup Chu, lui permettant d'éviter les blessures. Cependant, il était encore loin de son ancienne forme, laissant passer quelques coups. Décidant de tout terminer en un coup, Chu utilisa la technique des pas légers et se précipita vers le chef de la bande, portant un coup tranchant qui le toucha légèrement, et raflant la gorge de l'adversaire. Inaperçu par les bandits, la bataille s'était déplacée vers un précipice. Lorsqu'ils allaient attaquer Chu à nouveau, celui-ci sauta dans l'abîme. La dernière chose que les bandits virent fut la main de Chu, sur laquelle il serra tous les doigts sauf le majeur, dans un geste bien connu. L'homme à l'œil unique fut abasourdi par une telle fin de la bataille. Cela ne lui convenait absolument pas, mais il ne pouvait plus rien faire. Chu continuait de tomber dans les ténèbres de l'abîme, se promettant de revenir ici pour leur tête, une fois qu'il serait plus fort, bien sûr. Les bandits regardaient en bas avec un léger étonnement, et l'homme à l'œil unique ordonna à ses subordonnés de trouver le cadavre de l'assaillant.